Moi, c'est Sophie, mon petit. Je suis la maman d'une jeune femme atteinte d'épilepsie. Quels ont été les premiers signes qui vous ont alerté au départ? Ma fille pleurait beaucoup dans un premier temps. Mais on a cherché vraiment très, très longtemps pourquoi elle pleurait autant. Finalement, les vrais premiers signes furent à l'âge de 4 ans, lorsqu'elle s'est mise à crier dans son lit, se lever debout et chercher son air. Donc, elle se frappait la poitrine et elle avait de la difficulté à respirer, les yeux très grands, très paniqués. On pense à un cauchemar, quelque chose comme ça. On réconforte l'enfant, la recouche et ceci s'est répété au début 5 à 10 fois par nuit et c'était vraiment que le début. Ok. Ça a été très angoissant, j'imagine. J'ai une petite fille de 7 ans aussi. Oui. Donc, c'est très angoissant parce que ça a pris 2 ans avant de diagnostiquer et ça a monté de 5 à 10 crises par nuit jusqu'à 100-120 crises par nuit tous les nuits. wow. Tous les nuits. Et quand on ne sait pas ce que notre enfant a, on est loin du cauchemar et des peurs, les terreurs nocturnes, ces choses-là. Et puis ça se manifeste juste dans le sommeil. Donc c'était compliqué à trouver. Ouais. Et comment est-ce qu'elle l'a vécu, sachant que chaque nuit, elle sait qu'elle va avoir des crises? Comment est-ce qu'elle l'a vécu? Comment est-ce que vous l'avez vécu d'ailleurs? Pour elle, ce fut, je sais pas, on dirait que c'est tellement fait partie de sa vie jeune, malgré le fait qu'avant 4 ans, elle dormait comme un bébé, c'est le cas de le dire. C'est étonnant, elle ne posait pas de questions. On allait au lit, on faisait la lecture toujours, la même façon de l'aborder. Puis jamais elle s'est plainte à aucun moment. Pour papa, maman, c'était un peu plus difficile. Au début, on savait pas c'était quoi. Donc, il y a beaucoup d'anxiété là, qui se présente à ce moment-là. On sait pas quoi faire, à part la retenir, pas qu'elle tombe en bas du lit, essayer de la calmer. C'est des nuits qui sont très, très, très longues, honnêtement. De passer, au départ, c'était mon mari et moi, on a échangé chacun notre tour, à tour de rôle, on faisait chacun notre nuit pour accompagner Léa. Et puis après plus de 6 mois, là c'était moitié-moitié la nuit, un commençait, l'autre faisait l'autre moitié parce qu'on était trop fatigués, on n'avait pas de sommeil. Et vous travailliez à ce moment-là? Oui, et je suis enceinte de sa sœur de 3 mois, donc quand ma fille a commencé à faire l'épilepsie, j'avais déjà 3 mois de grossesse de fait. Donc les 6 derniers mois, j'ai pas dormi et est arrivé un nouveau-né au travers de ça. Donc, ça a dû être intense, là, déjà. Oui. Déjà, on dit qu'un nouveau-né, c'est très demandant, mais là, quand la deuxième est arrivée, c'était déjà un zoo la nuit chez moi. J'imagine. Et quel a été votre parcours pour trouver le diagnostic? Vous dites après 2 ans, comment ça s'est passé? C'était un parcours de longue haleine. Donc, on a commencé à Sainte-Justine. Qui ont fait passer plusieurs tests et tous les électroencéphalogrammes il y avait rien. On voyait pas d'électricité, on pouvait pas diagnostiquer quoi que ce soit. Et le fait qu'elle se frappait la poitrine souvent, qu'elle avait vraiment une impression de manquer d'air, donc elles ont fait des tests apnée du sommeil, cardiologie, pneumologie. On a fait bref tous les départements de Sainte-Justine et c'est vraiment du jamais vu. Et évidemment, si elle fait pas de crise si on va voir les médecins en plein jour, puis elle fera pas de crise. C'était dans son sommeil. Donc, je filmais pour pouvoir montrer aux médecins, mais qui ont jamais vu ça. Alors, on a essayé toutes sortes de spécialistes, on a cherché, on était prêts à déménager dans un autre pays s'il fallait pour trouver qu'est-ce qu'elle a. Ça fait 2 ans et ça a été diagnostiqué par la suite au Montreal Children. OK. Et j'imagine que vous avez la date?
Vous savez à peu près c'était à quelle date? Oui, c'est sûr que, bon, Léa est née en 96, alors c'est ça. En 2000, en juin 2000, on commençait tout ça et en 2002, on a eu enfin le diagnostic qui est tombé parce que elle était connectée avec les électrodes et là, ce fut une crise généralisée comme ce qu'on connaît un peu plus là, de l'épilepsie. Avec les convulsions. Oui, avec les convulsions, le corps qui est très raide, tous les membres raides. Et là, moi, j'étais en plein milieu, évidemment, c'était au beau milieu de la nuit, très paniquée parce que celle-là, c'était comme pas mal la première fois que je la voyais. Je pensais que c'est fini, là. Ma fille, je comprenais plus ce qui arrivait. Et heureusement qu'elle était branchée sur les EEG à ce moment-là, donc ils ont pu voir là, qu'il y avait une décharge électrique. Et là est arrivé le diagnostic d'épilepsie. J'imagine que vous étiez soulagée. Comment vous vous sentiez? Surprise parce que on connaît rien du tout. Il y en a pas dans la famille, à notre connaissance. On a fait des recherches. Donc, sur le moment, c'est un peu saisissant et en même temps, comme vous dites, oui, c'est un soulagement parce que on a peur pour sa vie. Ça fait 2 ans que tu ne dors plus là, du tout. Donc, au moins, on avait quelque chose pour commencer à travailler. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, l'épilepsie, tout simplement. Ouais. C'est un autre grand parcours aussi. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous en tant que parent? De l'avoir souffré, c'est sûr, évidemment. D'avoir un autre bébé au travers de ça en même temps, tu te sens coupable de pas pouvoir donner autant de temps que tu voudrais à ton nouveau-né. Le couple, on s'entraidait beaucoup. L'aide de l'extérieur, c'est difficile pour la famille parce que c'est tellement spécial comme type d'épilepsie qui est frontale nocturne. Ça fait un peu peur aux gens de voir une petite puce comme ça qui est dans cet état-là physiquement. Donc ça a été difficile de dire on sait pas quand est-ce que ça va arrêter. Ouais. Donc déjà au bout de 2 ans, ça fait au bout de 22 mois que tu dors pas du tout là, puis que tu sais pas ce qui se passe, c'est très anxiogène. J'imagine. Comment s'est passé son parcours scolaire, l'école en général? Est-ce que ça a été un frein? Est-ce qu'elle a été stigmatisée comme... Léa, on voit clair que la maternelle, 4 ans, 5 ans, la maternelle, elle a sauté totalement. La première année, elle y allait à temps partiel parce que nous étions encore en mode trouver le bon dosage, le bon équilibre et souvent quand l'enfant est dans un état assez avancé puis qu'elle fait des crises à répétition comme ça, ils vont... La fatigue aussi. Oui, elle est très fatiguée, ils vont surmédicamenter. C'est du essai-erreur, donc c'est difficile de suivre. Dès la première année de primaire, c'est difficile de suivre à l'école. Elle a manqué beaucoup d'absentéisme. Une fois contrôlée, je dirais qu'au primaire, ça se passait quand même assez bien parce que c'est un peu plus facile déjà pour nous, les parents, de l'accompagner à la maison dans ses devoirs et tout ça. Et il y a un enseignant au primaire, alors qu'au secondaire, ils en ont beaucoup. Donc, c'est un peu plus compliqué, là. Ah oui, au secondaire, c'est vraiment autre chose. Évidemment, il y a on peut aller là, c'est le rejet, l'intimidation. Ça commence déjà au primaire, là. Mais t'es plus lente que les autres, ça commence comme ça. Puis au secondaire, avec un enseignant dans chaque matière, c'est difficile de faire comprendre. Ouais, si un comprend, c'est pas tous les autres qui vont comprendre aussi. Exactement. Est-ce que vous avez informé l'école? Est-ce que vous avez essayé de sensibiliser les profs pour au moins garantir sa sécurité quand elle est à l'école si une crise se manifeste? Comment est-ce que vous avez procédé dans ce sens-là? Tout à fait. C'est sûr qu'elle faisait rarement des crises à l'école, puisque c'était plutôt dans son sommeil. Cependant, elle était fatiguée, donc parfois elle allait à l'infirmerie pour se reposer et c'est là que c'était plus à risque
qu'une crise se déclenche. Donc, les gens étaient informés de ça. C'était écrit sur les babillards aussi à l'école. Chaque enseignant, j'avais fait un document, moi, pour expliquer c'est quoi l'épilepsie, qu'est-ce qui se passe dans le sommeil de Léa, quels sont les effets secondaires des médicaments aussi. Pour qu'ils comprennent mieux pourquoi une journée, ça fonctionne bien, tout rentre bien à l'école, mais le lendemain, on peut refaire exactement le même exercice, puis ça va être comme difficile. C'est comme si on l'a jamais fait, on comprend rien. Alors, c'était pas nécessairement très volumineux, mais c'était dans le but d'expliquer à chaque personne, chaque enseignant, ce qu'on vivait, nous, à la maison, et ce que c'est d'avoir un enfant épileptique dans sa classe. Ça s'intitulait comme ça, d'ailleurs. Ouais. Oh, parfait, c'est une excellente idée, là. Ça me donne déjà une petite idée de post que je vais faire sur les réseaux, parce que je suis sûre que ça pourrait aider d'autres parents, là. Ah, totalement. Totalement. Il faut oser aller rencontrer les enseignants qui parfois sont sur un rebut, là. Ils veulent pas en savoir plus. Lorsque les jeunes ont droit à plus de temps pour faire les examens, à une diminution de tâches aussi. Certains sont très, très flexibles, d'autres sont très rigides. Alors, je dirais que pour un parent de prendre le temps d'aller rencontrer en personne l'enseignant en question qui peut-être collabore moins, c'est très aidant. Quel impact l'épilepsie a eu sur votre vie familiale en général? Sur notre vie familiale, c'est sûr que pour le couple, c'était pas difficile dans le sens où on se disputait ou ces choses-là, c'est qu'on était épuisés. Simplement épuisés, donc activités, vacances, aller au restaurant, avoir de la visite, oublier ça, là, pour nous, ça a été un arrêt total là, pendant quand même... Socialement, là? Oui, socialement, longtemps. Puis évidemment, t'essaies de donner du temps aussi à la plus jeune, qui court partout. Et puis, donc, au niveau familial, on se forme comme une bulle. Puis quand les gens nous appellent, et puis comment ça va? Et tu réponds, ben, je suis fatiguée. Ah oui, comment ça, t'es fatiguée? C'est parce qu'il n'y a rien qui a changé depuis hier, depuis la semaine dernière, depuis le mois dernier, depuis l'an dernier. On est encore à la même place où on dort pas. Mais ça rentre pas dans la tête des gens réellement. C'est difficile pour ça. Et comment est-ce que vous avez réussi à passer au travers de ce stress, de cette inquiétude, essayer de trouver comme un semblant de normalité? Comment vous avez réussi? On a été chercher, il y a une travailleuse sociale à l'hôpital qui nous avait proposé d'aller chercher du support auprès du CLSC. Elle avait fait une requête même pour nous. Donc, il y a des bénévoles qui venaient à la maison pour prendre soin aussi de Sandrine, de la plus jeune, pour nous donner un petit répit avec la plus jeune. Puis Léa, si elle était dans un bon moment, qu'elle n'était pas à l'école, à ce moment-là, nous, on pouvait aller se reposer un peu. Donc ça, c'est quelque chose qui a été aidant. Sinon, de se renseigner aussi, d'aller, on n'avait pas beaucoup les ressources justement comme ici maintenant, heureusement il y a de plus en plus de ressources pour ça, donc on a trop tendance à s'isoler, mais il faut en parler, il faut demander aux proches. Et nous, c'est un peu ce qui est arrivé à un moment où est-ce que les deux, on était juste plus fonctionnels. On a lancé un cri d'alerte de est-ce que quelqu'un peut venir nous aider? Autour de vous, c'est ça, la famille, les amis? Oui, parce que la famille, ils continuent leur petit train de vie. C'est pas malveillant, c'est pas pour mal faire. Les gens, ils travaillent, ils ont des familles et tout ça, ils réalisent pas l'ampleur de nécessairement ce que une famille peut vivre dans sa maison avec un enfant épileptique. Surtout si, en général, quand ça va mal, on a tendance à faire le fort, à se dire oui, ça va, ils vont pas aller creuser plus loin que le ça va, là. C'est ça, exactement. Et nous-mêmes, en tant que parents, quand ça commence, on se dit, ben, ça va terminer bientôt, là. C'est passager. Au début, c'est pas, on va le trouver,
on pensait même pas à l'épilepsie. Mais une fois que ça s'est diagnostiqué, ben, le temps de trouver la bonne médication, mais tu as tout le temps espoir que demain, elle va faire toute sa nuit, après-demain, elle va faire toute sa nuit. Donc, tu attends longtemps avant de demander de l'aide. Parce que tu es certain que tu vas réussir par tout toi-même. Seul, ouais. Pas toujours une bonne idée. Ok. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez eu accès à des soutiens psychologiques ou à des groupes de parents? Moi, j'avais fait une démarche avec le CLSC pour un groupe qui n'était pas nécessairement lié à l'épilepsie en soi, mais qui était... parents aidants, c'est ça? Parents aidants, je crois que c'est ça. Ça fait du bien parfois de simplement sentir qu'on n'est pas seul là-dedans. Donc, ça a été un des outils que j'ai utilisé. Sinon, malgré que ce ne sont plus des enfants, mes enfants sont des adultes maintenant. Alors, j'ai moi-même, je continue de m'outiller avec la PNL, avec le coaching, avec l'hypnose et j'essaie de transmettre tout ça à ma fille et de l'offrir aussi aux gens qui sont dans l'entourage, qui vivent des choses difficiles avec l'épilepsie. Je pense que c'est très, très important. Allez chercher de l'aide, demandez autour de vous. Internet, il y a des bonnes choses, mais en même temps, des fois, on se fait peur. Oui. Il faut y aller avec... à petite dose, se renseigner avant toute chose. Oui, pousser pour avoir d'informations avec les neurologues, qui parfois sont difficilement atteignables, mais les infirmières, les secrétaires, il faut savoir passer par eux aussi parce que... Des fois, il y a des ressources qu'on ignore. Ce sont des perles. Les secrétaires, les infirmières, des neurologues, c'est grâce à eux souvent qu'on passe au travers d'une mauvaise semaine. Ouais. Et est-ce que vous aviez comme adapté votre quotidien avec des petites astuces, avec comment vous avez fait pour vous adapter, pour essayer de aller de l'avant? Genre, est-ce qu'il y a eu des la persévérance, beaucoup. beaucoup de persévérance. Et choisir aussi, comme il y en a un seul qui retourne au travail, on pouvait plus travailler. En fait, les deux, on était très fatigués. Mais au niveau d'adapter, je dirais c'est surtout au niveau de scolarité qu'il a fallu, je tiens à revenir sur ça parce que je pense que certains parents vont ne pas oser, vont hésiter avant d'aller à l'école et les orthopédagogues qui font des plans d'intervention, ils sont là pour aider tous les élèves et comprendre mieux. Et nous, ce qu'on ne sait pas souvent en tant que parents, c'est que si l'enseignant ne collabore pas, l'orthopédagogue étant, corrigez-moi si je me trompe, mais de ce qu'on m'a dit au moment où Léa était au secondaire, c'est que l'orthopédagogue est au-dessus de l'enseignant. Donc, si elle fait un plan d'intervention pour votre enfant, qui a des difficultés d'apprentissage, des difficultés scolaires, et que l'enseignant ne met pas en place le plan d'intervention, elle peut aller le rencontrer et demander que ce soit mis en place. OK. Avec du recul, qu'est-ce que cette expérience vous a appris? Ben, que les épreuves nous rendent plus forts, qu'il faut continuer et aussi qu'il faut être là pour les autres, toujours. C'est tellement important de savoir qu'il y a de l'aide, mais au-delà de ça, en plus, nous, on peut, même si on vit avec l'épilepsie, ben on peut encore offrir notre soutien à d'autres, puis c'est nécessaire. C'est nécessaire de se réunir, de se rencontrer, d'en parler. Il faut... les gens ont besoin vraiment de support. Fait que ne serait-ce que juste échanger entre nous, c'est un baume, ça fait du bien. Donc, moi, je suis bien fière du cheminement de ma fille aussi au travers de ça, qui a travaillé très fort à l'école pour avoir ses diplômes. Et papa, maman qui ont jamais lâché
en arrière. Puis la petite sœur qui, parfois, était laissée de côté, qui s'est jamais plaint de ça non plus, qui va rentrer en médecine d'ailleurs, sait-on jamais, c'est peut-être sa neurologue un jour. On lui souhaite, là. Ouais. C'est son rêve, on lui souhaite. Très fière, ouais. Vraiment, ma fille, elle a écrit un livre aussi. Donc, c'est la preuve que malgré ce qu'on pourrait dire un handicap au niveau épileptique, sont tous à différents niveaux, il faut y croire. Il faut juste tout simplement croire qu'il y a quelque chose de beau, qu'il y a quelque chose de mieux et que la personne, elle est seulement différente. Et oui, ça répond à une de vos questions tout à l'heure, c'est accepter. Okay. À partir du moment où on accepte la condition de notre enfant, c'est plus facile. C'est plus facile. Effectivement. Et vous parliez tantôt de fierté. C'est quoi la chose qui vous rend le plus fier en parlant de Léa? Qu'est-ce que vous êtes... Son parcours. Elle est tout le temps de bonne humeur. Bon, comme tout le Oui. monde, on a tous des journées difficiles. Mais en général, c'est une jeune femme qui est souriante, qui est pleine de projets. plus. Elle veut toujours faire des projets. Elle voyage. Elle a choisi d'écrire aussi un livre pour que ce soit pas un documentaire, mais vraiment un peu inspiré de sa propre histoire. Je sais pas si je peux nommer le nom de son livre, qui est À bout de souffle. Puis ça représente bien son histoire, parce que dans le fond, elle était toujours à bout de souffle. Son souffle, puis les parents aussi étaient à bout de souffle. Donc, ça, je suis très fière de ça, parce que souvent, on va penser que les gens avec des troubles de santé, dont l'épilepsie, vont avoir de la difficulté à faire leur chemin dans la vie. Et malgré les obstacles, malgré les déceptions au niveau des emplois, malgré les déceptions avec le jugement des autres, elle a continué de persévérer. Puis moi, je connais pas personne qui a écrit un livre, mais ma fille, elle en a écrit un. Donc, la preuve vivante que quand on veut, à tout le moins, et qu'on est relativement bien encadré, des bons parents, des amis, les bons neurologues, tout ça, on peut avancer et aller au bout de nos rêves. En tout cas, c'est très beau. Et la dernière question, quel conseil donneriez-vous à des parents qui viennent d'apprendre l'épilepsie de leur enfant? Je leur dirais de prendre un pas de recul dans un premier temps pour accepter. Parce que comme je disais tout à l'heure, plus de temps ça va nous prendre pour accepter la condition de notre enfant, ça nous rend triste, voire même en colère, tout ça. Donc, de prendre un pas de recul pour les vivre, les émotions, dans un premier temps. Et ensuite, d'aller chercher des ressources, ne pas attendre qu'on peut tout faire, prétendre en tout cas qu'on peut tout faire et attendre que l'aide va venir toute seule. Donc, les gens qui apprennent, que ce soit un jeune bébé, un enfant, un adolescent, qui viennent d'apprendre que leur enfant est atteint d'épilepsie, il faut prendre le taureau par les cornes. Là. On peut pas se laisser juste comme abattre. Je dis pas que ça peut pas arriver, on est tous des humains. Mais la meilleure chose à faire, c'est de bien s'entourer, puis de se retrousser les manches, puis se dire que ces gens-là, ils vivent de beaux moments, une belle vie. Ma fille, elle a un chum, elle a sa maison maintenant, elle a un travail. Et puis, ce qui est difficile en ce moment va être mieux plus tard. Oh. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir